Bonjour, chers amis et collègues. Mon nom, c'est José Viegas. Je suis le secrétaire général du Forum international des transports et j'ai le plaisir de partager avec vous quelques réflexions sur la question de la mobilité et l'accessibilité. Comme nous savons, la ville est un carrefour de lieux de rencontre, d'opportunités. Mais avec la croissance des villes et leur étalement, la mobilité est devenue de plus en plus nécessaire. Et on a souvent confondu l'instrument qui est la mobilité avec la vraie raison de son existence qui est l'accès des gens aux emplois, aux services, aux rencontres sociaux. En donnant le premier rang à la mobilité, les critères de satisfaction ont été définis dans le domaine des vitesses et des flux. Et même dans les évaluations coûts-bénéfices des projets, l'aspect dominant est bien consacré, c'est l'épargne du temps. Or, si nous nous focalisons sur l'accès, deux choses deviennent évidentes. D'abord, l'usage du sol a une importance aussi grande que la mobilité. On pourrait même partir à la recherche de la mobilité épargnée par la bonne distribution des usages du sol. Donc pas l'épargne du temps, mais l'épargne de la mobilité, parce qu'elle devient nécessaire. Deux, la variété des situations doit être prise en compte, parce qu'il y a une asymétrie spatiale, il y a différents niveaux d'accès dans les différentes parties de la ville, il y a une asymétrie sociale, il y a différents niveaux d'accessibilité selon on dispose de voiture ou non, et il y a aussi une diversité des cibles, parce que les fonctions qui intéressent les différents groupes sociaux ne sont pas les mêmes, et ça varie avec l'âge, le niveau de revenu, la culture, etc. Cette redéfinition des objectifs a commencé maintenant bien 5 ans. Il y a plusieurs scientistes, organisations internationales et même quelques décideurs politiques qui l'ont déjà adopté. Par exemple, nous avons récemment contacté la mairie de la ville de Mexico qui veut vraiment attaquer dans cette direction. Et on pourrait dire qu'elle semble gagner une force croissante, même si aujourd'hui, disons, la doctrine dominante est toujours l'épargne du temps comme instrument de poursuite des politiques des transports. Depuis 2 ans, j'ai été engagé avec la Fondation Volvo pour la recherche et l'éducation dans un projet sur le financement de l'accès urbain. Le but de ce projet, c'est le choix des meilleurs indicateurs de l'accès urbain, bien que de trouver quels seraient les changements nécessaires au niveau de la gouvernance et du financement de cet accès, pour que tout ça rende possible la concrétisation du changement de paradigme. Les indicateurs d'accessibilité les plus communs sont du type nombre d'opportunités d'un certain type, d'une certaine fonction, à moins d'un certain seuil de temps ou de distance de déplacement. Par exemple, combien d'emplois vous avez à moins de 30 minutes de chez vous. C'est des indicateurs très faciles à comprendre, mais qui ont de forts risques de biais associés au choix de ce seuil, du temps ou de distance. On peut avoir un indicateur très pauvre à 30 minutes et avoir une concentration d'emploi à 32 minutes, par exemple, qui serait complètement ignorée par cette indication. Et si on veut comparer différentes situations, différentes villes, le seuil qui serait critique pour une n'est pas le même que pour l'autre, et donc ça devient presque incomparable. On peut aussi renverser la donne et mesurer quel est le temps ou la distance nécessaire pour atteindre une certaine masse d'opportunités. Là encore, il y a des risques de biais très forts associés au choix quel est le seuil de masse. Est-ce qu'on veut dire quel est le temps ou la distance pour atteindre 25 000 emplois ou 26 000 ou 24 000? Et selon notre choix, il peut se donner que cette ville semble beaucoup mieux que l'autre. Et donc, à partir de ces réflexions, moi et mes collègues qui ont travaillé là-dessus, on a préféré un indicateur de masse accessible équivalente, qui est plus compliqué à transmettre, mais qui est moins sensible à des biais de définition. C'est vraiment basé sur comment on pourrait faire l'interprétation quantitative des termes que nous tous utilisons en termes qualitatifs de proche et de lointain. Ce qu'on vérifie à travers des enquêtes qu'on a menées, c'est que ce que nous considérons proche ou lointain, ça va dépendre de quelle est la fonction à laquelle nous voulons accéder, par exemple une pharmacie ou un restaurant, et aussi quel est le mode de déplacement. Est-ce qu'on va à pied, en transport en commun ou en voiture privée? Pour ça, on a trouvé que c'est relativement
évident de développer une courbe logistique inversée de la pertinence de l'attraction, ça veut dire la disponibilité pour se déplacer jusqu'à cette distance avec ce temps de déplacement. Et finalement, ce qu'on fait, c'est on additionne toutes les opportunités à partir d'où on est, multipliant la masse de chaque opportunité par son coefficient de pertinence. La courbe que vous venez de voir vous indique comment ça se passe. Et donc, pour chaque opportunité, on multiplie par l'ordonnée dans cette courbe en fonction de son temps de déplacement. Et puis, on les additionne tous. C'est très simple. Et avec ça, on peut produire très facilement, avec des logiciels de systèmes d'information géographique, des images qui sont très fortes, très évidentes. Elles montrent facilement où se trouvent les zones mieux ou moins bien servies. Et il est aussi très facile de calculer des coefficients de Gini, qui sont les indices plus utilisés pour mesurer les inégalités. Les exemples qui sont dans les diapos que vous voyez maintenant vous montrent combien cette distribution spatiale, cette asymétrie spatiale peut être forte dans le cas pour les exemples de la ville de Lisbonne pour laquelle on avait eu tous les données nécessaires. C'est aussi assez facile de calculer des quotients des niveaux d'accessibilité qui sont obtenus si on se déplace par exemple en transport en commun ou en voiture privée. Et ça, c'est vraiment révélateur des situations de vraie perte de qualité de vie associées à la réduction des options de transport. Tout ça, c'est des exemples qu'on a testés et qui sont c'est des messages très forts. Donc il est facile d'identifier les situations problématiques et après ça, on peut essayer par simulation les changements obtenus suite à des interventions soit sur l'aménagement du territoire, soit sur les réseaux de transport. On peut faire des comparaisons entre villes de taille similaire, mais aussi l'analyse de l'évolution d'une même ville si les données sont là, bien naturellement. Si on réfléchit un peu plus loin, on voit qu'il reste un problème très intéressant, mais aussi très difficile. C'est que tous ces indicateurs sont calculés pour une seule fonction cible. Et ce qui nous intéresserait, ça serait d'obtenir un spectre d'accessibilité équilibré pour les différentes fonctions face aux besoins et aux intérêts des populations résidentes dans chaque partie de la ville. C'est bien là la valeur de la diversité fonctionnelle que nous tous recommandons. Si on veut le faire comme ça, il y a deux problèmes qui se lèvent immédiatement. Le premier, c'est comment définir un indicateur d'accessibilité multifonctionnel qui va peser les situations de sous-dotation ou surdotation d'une certaine fonction vis-à-vis ce qui serait désirable. Mais le deuxième, ça serait de définir qu'est-ce qui est le désirable, quelles sont les fonctions les plus intéressantes et leurs proportions pour les habitants de chaque quartier, reconnaissant que les choses que nous voulons proches de nous ne sont pas les mêmes pour nous tous, ne pas oubliant que les occupations des quartiers changent le long du temps et même que nos propres préférences de la même personne évoluent avec notre âge. On est arrivé à une bonne approche pour la première question, basée sur les résultats de l'analyse de la satisfaction des consommateurs et une petite complexité additionnelle de la même formule utilisée auparavant. Et ça, pour ça, on a besoin de connaître les proportions désirables pour un éventail de fonctions. Et alors, on peut produire des cartes similaires aux précédentes pour un paquet de fonctions. On a développé un indice comme dans la courbe que vous venez de voir. Et ce qui se passe, c'est que la difficulté est ce qui reste. C'est quelle diversité on devrait poursuivre. Et on voit que la plupart des analyses se centrent sur l'accessibilité aux emplois. Et ça, c'est trop court. L'accès au travail, c'est naturellement très important, mais ce n'est pas tout dans la recherche de la qualité de vie inclusive et agréable. Et c'est pour cette question de comment identifier quelle est la diversité de fonctions que l'on devrait avoir, que l'on devait chercher, que je crois que la nature de l'IVM et la composition de son CSO me mènent à vous suggérer une démarche sur ce thème, sur une réflexion initialement sur ça, peut-être plus tard un projet, pour aller à la recherche de comment définir cette diversité, quelle composition de fonctions, avec quel pourcentage on devrait aller. Donc,
quelle serait l'approche pour identifier les paquets fonctionnels pour la qualité de vie de chaque quartier, comment organiser et gérer l'évolution de la demande et de l'offre au long des temps, de façon à éviter des situations de manifeste désajustement entre l'une et l'autre. Je vous remercie encore de votre patience de m'écouter en registre vidéo et je regrette vraiment de ne pas avoir été capable d'être parmi vous aujourd'hui. Merci et bon travail.